Bonjour à tous, merci encore pour ceux et celles qui ont regardé cette première vidéo que j'ai diffusée sur Facebook et sur Twitter. Merci à toutes vos remarques, commentaires, à ceux et celles qui ont pris le temps de le faire. Merci. Bon, quant au format, certains d'entre vous me disent que les 20 minutes leur paraissent satisfaisantes parce que ce confinement qui est parti pour durer, eh bien, nous laisse le temps d'écouter des vidéos plus longues. Écoutez, je vais un peu tester plusieurs choses et vos retours pour ceux qui ont la patience de m'écouter ou l'envie de le faire, vos retours, critiques, remarques évidemment sont comme d'habitude les bienvenus, hein. Je tenterai de maintenir comment dire, ces vidéos le plus régulièrement possible durant ce confinement. J'espère en tout cas pouvoir le faire. Pour l'instant, c'est des vidéos un peu brutes qui ne font pas l'objet de montage ou d'une technicité un peu sophistiquée, mais je suis en cours d'apprentissage un peu de logiciels pour rendre ça plus interactif, plus intéressant, plus agréable à écouter. Cette vidéo que je fais aujourd'hui, elle va rester un peu dans ce format assez sommaire, mais les prochaines vont s'enrichir de, j'espère, de quelques éléments supplémentaires pour les rendre encore peut-être plus agréables ou plus intéressantes à regarder. Euh, J'avais parlé dans la dernière vidéo que je ferais une sur lutte des classes et confinement. Je n'y renonce évidemment pas, je vais le faire et peut-être que ce sera la première vidéo qui pourra bénéficier, si vous voulez, de ces petites améliorations techniques que j'essaye d'acquérir. En fait, je voulais revenir dans cette vidéo en repensant un petit peu aux remarques que vous m'avez faites, que des vidéos plus courtes seraient plus adéquates, par exemple pour présenter un mécanisme, pour présenter un aspect technique, et je trouvais que cette remarque était particulièrement juste. Donc, et je ferai aussi des vidéos parfois courtes qui seront des réactions à comment dire, l'actualité, tout en essayant un peu quand même de donner du recul et pas juste coller à l'événement de manière un peu brute et y apporter, je l'espère, un peu de réflexion. Dans la précédente vidéo, j'ai tenu à vous présenter la politique économique, effectivement, à la fois comme garantie d'activité et comme un système d'équité. C'est-à-dire qu'effectivement, les décisions économiques, je vous l'avais dit, modifient le système d'équité puisqu'elles agissent sur la répartition, entre autres, du revenu, elles agissent sur l'effort qui est demandé à chacun ou chaque catégorie, que ce soit à l'intérieur des ménages, que ce soit de certaines entreprises plus que d'autres. En ce moment, comme on assiste à une crise encore une fois un peu inédite, comme on avait dit celle de 2008-2009, eh bien, on se pose effectivement la question de est-ce que ce n'est pas le moment d'innover en termes économiques, en termes d'instruments de politique économique, pour répondre à une crise dont on ne mesure vraiment pas l'ampleur, tant elle semble être partie pour être un choc puissant. Parmi ces mesures, on va dire, c'est celle de l'hélicoptère monnaie. Euh, donc, et je me propose dans cette vidéo de voir avec vous très rapidement donc qu'est-ce que l'hélicoptère monnaie et est-ce que effectivement peut-être ça peut être une solution et de comprendre en quoi l'hélicoptère monnaie aussi peut agir sur comment dire ce système d'équité qui est une politique économique. Euh, En 2008-2009, lorsque la crise a eu lieu, la Banque centrale européenne et pas qu'européenne ont mis en place ce qui est devenu ce qu'on appelle le quantitative easing, c'est-à-dire l'assouplissement monétaire de nature quantitative, c'est-à-dire qu'en gros, les banques centrales ont abaissé brutalement leur taux d'intérêt, ont favorisé la liquidité mise à disposition des banques, et ont essayé de faciliter le crédit et sont venus au secours des banques. Et en gros, comment dire, ces mesures-là, effectivement, ont permis, comme on a dit, une certaine stabilité financière et étaient en réalité à destination des banques. Et on peut dire que la banque des banques et la banque centrale a été en fait la banque pour les banques, hein.
Donc ça a eu pour conséquence de gonfler effectivement le prix des actifs, comme le prix des actifs immobiliers, profitant ces mesures aux catégories de la population les plus aisées, et que les politiques conduites par les banques centrales, et particulièrement en Europe, ont développé des biais inégalitaires. Et en fin de vidéo, je renverrai aux travaux, entre autres, de Clément Fontan. Et donc aujourd'hui, ces mesures, aussi impressionnantes soient-elles, on le voit, je l'ai dit dans la dernière vidéo, comment les États-Unis sont tout à fait prêts, à travers leur banque centrale, de garantir toutes les dettes, des crédits automobiles, des crédits maisons, des crédits étudiants et autres. Mais on voit bien que toutes ces mesures ont eu effectivement deux défauts. Elles se sont tournées essentiellement vers les banques, elles ont développé des bulles spéculatives, elles ont créé des biais inégalitaires. Donc face à ça, on se dit, si on recommence la même chose, et c'est ce que je disais dans la vidéo précédente, encore une fois, Wall Street contre Main Street. Donc certains en appellent à l'hélicoptère-monnaie. Qu'est-ce que c'est que l'hélicoptère-monnaie ? Ça a été une première fois effectivement présenté par Milton Friedman, penseur d'inspiration libérale, au début des années 70. L'idée de l'hélicoptère-monnaie, c'est-à-dire cette fois-ci d'agir directement auprès des entreprises et des ménages, c'est-à-dire la banque centrale, sans passer par le canal des banques commerciales ou de second rang. Donc, en somme, la banque centrale servirait directement, sans aucune contrepartie, gratuitement, aux entreprises et aux ménages, à la fois des crédits gratuits, des bons d'achat pour les ménages, et ainsi, effectivement, au lieu que les milliards finissent auprès des banques qui vont accorder des crédits à très bas taux d'intérêt, ça va aller directement aux ménages. Donc, ce qui aurait pour effet un biais plus égalitaire, parce que ça permettrait effectivement aux ménages qui se déclarent en difficulté, et ils sont de plus en plus nombreux, de pouvoir effectivement avoir accès par exemple à ces bons d'achat, et de pouvoir effectivement acheter des biens sans aggraver effectivement leur endettement, on va dire dans un premier temps, mais aussi effectivement de bénéficier d'un crédit gratuit. Alors c'est là la limite, parce que qui dit crédit gratuit dit quand même crédit, et donc il y a quand même un endettement, même s'il est gratuit. Bon. Pour les entreprises qui sont déjà effectivement endettées, au lieu de repasser encore par la case banque, bénéficieraient, de ce crédit gratuit de la part, de la Banque centrale. Donc en gros, qu'est-ce que c'est que l'hélicoptère-monnaie ? C'est-à-dire on oublie la case banque, c'est-à-dire la banque commerciale, et directement la banque des banques, donc la Banque centrale, fournit aux ménages et aux entreprises effectivement des liquidités. Alors évidemment, pourquoi sur le système d'équité c'est important ? Parce que là, cette fois-ci, effectivement, on irait directement apporter un secours, une aide, si je puis dire, même si, quand même, n'oublions pas, je parle aussi de crédit, donc c'est-à-dire c'est pas une donation, aux ménages et aux entreprises. Quelle est la limite de ça ? Certains disent, écoutez, c'est épouvantable, ça fait renaître l'inflation, c'est une horreur, l'inflation, et le Venezuela, le Zimbabwe, l'Allemagne 1923 et autres, et ça va être une catastrophe. Alors, je pense qu'il faut relativiser cette chose, parce qu'on a vu, depuis 2008-2009, la Banque Centrale Européenne, et pas qu'elle, arroser de milliards et de milliards, le circuit économique, et l'inflation, on ne l'a pas vu, et les banques centrales ont eu beau faire tout ce qu'elles ont voulu, et finalement, ces politiques dites de quantitative easing ont eu un effet très relatif sur l'économie. Bon. Et donc, on n'a pas réussi à faire remonter l'inflation, et au contraire, on est depuis plus d'une décennie au bord d'une déflation, au bord de ce qu'on appelle la japonisation, c'est-à-dire le Japon a connu une décennie de déflation pendant les années 90-2000. Et donc, si on observe la croissance, par exemple, des Trente Glorieuses, en moyenne, chaque année, on a eu une inflation autour de 5%, alors parfois plus, parfois moins, mais elle accompagnait la croissance, c'est ce qu'on appelle l'inflation rampante. Donc aujourd'hui, les économistes en appellent même à la reflation, c'est-à-dire le fait
de remettre un peu d'inflation, parce que quand il y a un peu plus d'inflation, eh ben, ce que vous devez finalement rembourser réellement à la fin est un peu allégé, parce que effectivement l'inflation va lisser, comment dire, votre dette. Donc, et n'oublions jamais une chose, parce que vraiment je tiens beaucoup à cette clé d'entrée qui est la politique économique comme système d'équité. Quand au début des années 80, dans ce qu'on appelait la désinflation compétitive, on a combattu l'inflation en France pour la faire quasiment disparaître, on a opéré un transfert de richesse des débiteurs vers les créanciers. C'est-à-dire on a modifié le système de répartition. À partir du moment où il n'y a plus d'inflation, on a transféré, je le répète, on a fait un transfert de richesse des débiteurs vers les créanciers. Donc aujourd'hui, effectivement, si on veut éviter peut-être l'effondrement du pouvoir d'achat, l'hélicoptère monnaie, mais pas à lui seul, mais peut-être accompagné aussi de mesures budgétaires qu'on développera plus tard, effectivement, paraît être une solution. Dans cette vidéo, j'évoquais les travaux de Clément Fontan. Clément Fontan a fait un petit livre récemment avec, pas seulement lui, qui on retrouve chez Libère Raison d'agir, qui s'appelle Les banques centrales servent-elles nos intérêts. Un petit livre très intéressant, très stimulant, qui nous permet un peu de faire le point sur la question. Et Clément Fontan a aussi beaucoup travaillé sur la question des effets inégalitaires des politiques des banques centrales. Donc voilà une bonne aussi lecture, et je tiens compte effectivement que vous m'avez invité aussi à suggérer peut-être des lectures en fin de vidéo. Voilà, merci à tous. Je reviendrai avec la lutte des classes et le confinement, avec une vidéo peut-être plus moderne, plus sophistiquée, plus punchy, moins, si vous voulez, conventionnelle. Merci à tous et au plaisir de continuer à partager ces petites et modestes réflexions.